De manière naturelle, des gaz comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau ou le méthane forment une enveloppe autour de la Terre. Cette enveloppe retient la chaleur du Soleil et permet de maintenir une température viable. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Toutefois, depuis le début de l'industrialisation, les activités humaines ont provoqué une augmentation artificielle de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui entraîne une élévation des températures moyennes. Les scientifiques s'entendent pour dire que si cette augmentation dépasse 1,5 degré Celsius, les conséquences seront graves et surtout irréversibles. Cela devrait se produire d'ici 10 ans, mais certains soutiennent que ce seuil serait déjà atteint. Les impacts des changements climatiques sont déjà observés à l'échelle mondiale et les Laurentides n'y échappent pas. On note entre autres des vagues de chaleur, des événements météorologiques extrêmes, des inondations et la prolifération d'insectes ou de plantes nuisibles. On anticipe que si aucune action n'est prise, les conséquences s'amplifieront dans les prochaines années, en plus d'accentuer les risques pour la santé, la sécurité, les infrastructures, l'économie et la biodiversité de la région. Il est donc crucial de passer à l'action et les municipalités sont stratégiquement positionnées pour intervenir sur 2 fronts majeurs, soit dans l'adaptation au changement climatique et la réduction des GES. L'adaptation, lorsqu'il est question de changement climatique, c'est la mise en place de mesures visant à limiter les impacts actuels ou prévus des changements climatiques. Les actions possibles sont diversifiées et peuvent viser la sécurité, la santé, l'environnement ou l'économie. Premièrement, l'adaptation est cruciale pour garantir la sécurité des citoyens lors d'événements météorologiques extrêmes ou d'inondations. Par exemple, le renforcement des bâtiments, la création de plans d'urgence, la végétalisation des zones à risque ou l'installation de bassins de rétention protégeront les résidences, les infrastructures, les services municipaux et donc la population. Deuxièmement, l'adaptation contribue à garantir la santé et la qualité de vie des citoyens, et ce, par l'atténuation des effets des canicules, la diminution de la présence d'allergènes ou le contrôle de la propagation des maladies. Troisièmement, l'adaptation permettra de protéger l'environnement et nos paysages. Par exemple, en ayant des milieux naturels avec des espèces diversifiées et résistantes aux conditions climatiques à venir, on augmente la résilience des écosystèmes face aux espèces envahissantes néfastes. Finalement, l'adaptation protégera l'économie et le secteur récréo-touristique. Cela peut notamment se faire en limitant l'érosion menaçant certaines activités récréo-touristiques, en diversifiant l'offre ou en investissant pour assurer le maintien de certaines activités. Dans les Laurentides, plusieurs municipalités et villes ont mis en place des mesures et des plans d'adaptation aux impacts des changements climatiques. Voici quelques exemples d'infrastructures vertes. C'est avec grand plaisir que je vous présente 2 initiatives qui reflètent notre vision verte, écologique et durable à la ville de Rosemère. Évidemment, afin de poursuivre nos initiatives de mise en valeur de nos berges, il y a différents travaux qui ont eu lieu. En 2021, un chalet de service s'est avéré nécessaire pour les utilisations du parc et le pavillon Floréa est un bâtiment, lui, évidemment, qui a été conçu de façon à y intégrer certains concepts de construction LEED, tels qu'un toit vert, et il s'agissait également d'un projet pilote. Les aires de biorétention, en d'autres mots les noues végétalisées et les jardins de pluie, ont été planifiés lors de la dernière mise à jour de notre plan directeur de gestion des eaux pluviales. Nous retrouvons ce système végétal sur 3 rues à Rosemère présentement et on augmentera ce nombre de façon annuelle. Ces infrastructures sont conçues pour retenir temporairement les eaux de pluie et de fonte des neiges afin de favoriser leur infiltration lente dans le sol. Au premier coup d'œil, les citoyens voient des herbes hautes et un mélange de végétation au bord de ces rues. Toutefois, il s'agit d'une superposition de couches de matériaux choisis par leur propriété de filtration. Alors, ce qui nous a poussé à mettre en œuvre ces projets, évidemment, c'est la protection de l'environnement qui est au cœur des valeurs de notre ville. C'est d'ailleurs une fierté pour nos concitoyens de vivre dans ces espaces naturels. Avec cela en tête, lors des travaux ou de nouveaux projets, nous mettrons beaucoup d'efforts pour respecter la nature qui nous entoure en exploitant les options écologiques possibles. Nous croyons qu'en multipliant les petites infrastructures vertes, nous diminuerons en amont la construction de grosses infrastructures qui seraient coûteuses sur le long terme, autant sur le plan monétaire qu'environnemental. Quels sont les bénéfices pour notre ville? Les 2 initiatives vertes ont plusieurs bénéfices communs, tels que l'augmentation de la biodiversité et des espaces verts, en plus d'améliorer la connectivité écologique.
Le toit vert permet d'avoir un bâtiment plus frais, en plus de réduire les surfaces imperméables. Cela vient compenser d'une certaine façon la perte de l'espace naturel occupé par le carré de la construction. Cet ajout de végétation est d'ailleurs important pour les pollinisateurs. Et bien sûr, cet endroit offre un espace convivial avec une magnifique vue sur la rivière. Les noues végétalisées nous aident à réduire le volume d'eau du ruissellement en favorisant l'infiltration de cette eau vers le sol. Ce système améliore également la qualité de l'eau qui retourne à la rivière des Mille-Îles. L'entretien du toit vert est minimal grâce à son choix de plantes. Ce sont des vivaces et des graminées. Certains sont prisés de pollinisateurs et des papillons. Concernant les noues végétalisées, il est question de 4 entretiens par année environ pour assurer le retrait des déchets qui pourraient s'y accumuler, ainsi que pour faire la taille et le désherbage. Les plantes ont été choisies entre autres pour leur propriété de filtration et leur capacité à résister aux sels de voirie, de même qu'aux conditions variables d'humidité qui prévalent dans ces infrastructures de drainage. Si on me demandait, par exemple, qu'est-ce qu'on conseillerait aux autres municipalités qui voudraient réaliser des infrastructures vertes, je vous répondrais que pour l'installation d'un toit vert, par exemple, nous conseillons de prévoir en amont de la construction. Certains critères doivent être respectés et cela sera plus simple que de bonifier une structure existante. Afin de nous adapter au changement climatique, nous devons préconiser les solutions axées sur la nature en diminuant le plus possible les infrastructures dites grises et opter pour des vertes. De cette façon, nous optimiserons les services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus par la nature qui constituent des économies importantes pour les villes. Nous devons toujours garder ça en tête quand on investit dans les solutions dites vertes. Je vais également ajouter qu'étant une ville en bordure d'une rivière, nous devons planifier différemment afin, par exemple, de diminuer le risque d'inondation. La bonne gestion de l'eau, avec le projet de noues végétalisées, par exemple, vient améliorer la qualité de l'eau qui retourne à la rivière et diminuer le débit lors de la filtration, entre autres. Cela a un effet direct sur la diminution du risque d'inondation. Chaque initiative compte. L'atténuation vise, en intervenant sur la cause des changements climatiques, à réduire le réchauffement planétaire. Il s'agit de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer les puits de carbone naturels qui captent et séquestrent les GES. Pour préserver la qualité de vie, l'environnement et la nature représentant l'identité laurentienne, toutes les sphères de la société doivent contribuer. Une panoplie d'actions peuvent être mises en œuvre. Par exemple, en misant sur la mobilité durable, une meilleure gestion des matières résiduelles, une consommation responsable ou la réduction à la source, de nouvelles infrastructures durables et l'énergie propre, ou la création et la préservation de puits naturels de carbone. Les municipalités et villes des Laurentides peuvent donc aider à limiter l'augmentation des températures. Cela améliorera la qualité de vie des citoyens et la qualité de l'air et diminuera les problèmes de santé dans la population. Cela favorisera l'économie locale, renforcera le tissu social des collectivités et permettra la conservation des espèces, des milieux naturels et des bienfaits des services rendus par les écosystèmes des Laurentides. À terme, cela limitera également les coûts à déployer en adaptation. Tout comme pour l'adaptation, l'atténuation permettra à la région des Laurentides de protéger sa population, sa vitalité et son identité. Voici un exemple en particulier qui a attiré notre attention. L'initiative qu'on met en place actuellement vient du fait que l'hôpital de Mont-Laurier va subir un agrandissement important. Et dans ce cadre-là, on va avoir des besoins en chauffage additionnel importants, tant pour le chauffage du bâtiment lui-même que pour le chauffage de l'air frais. À ça, si on regarde nos installations existantes, on a une vieille chaufferie au mazout, en sous-sol, trop petite pour être capable d'ajouter des équipements. À ça, le CIS des Laurentides s'inscrit beaucoup dans l'exemplarité de l'État où on tente de bien faire les choses et d'en profiter pour décarboner notre bâtiment. La capacité électrique disponible actuellement ne permet pas de faire un projet qui serait tout électrique. Donc, on doit en revenir à d'autres énergies et dans ce cas-ci, on a opté pour la biomasse de résidus forestiers qui est une énergie verte québécoise composée essentiellement de brintis et de planures de bois provenant des scieries. Ce qui nous a poussé à mettre en œuvre ce projet, c'est bien sûr les besoins énergétiques, tant pour l'agrandissement que pour l'existant, et la volonté du CIS des Laurentides de s'inscrire dans les mesures d'exemplarité de l'État et de décarboner ce bâtiment-là. Les évaluations préliminaires démontrent qu'on atteindra des économies dans l'ordre de 50% par rapport à une chaufferie qui aurait été plus conventionnelle, soit au mazout ou à d'autres types d'énergie.
Le projet a plusieurs bénéfices, tant pour nous que pour la communauté en général, en offrant premièrement une vitrine pour nos autres bâtiments dans le CIS des Laurentides auxquels on voudra décarboniser. Ça offre également une vitrine, que ce soit pour les municipalités ou autres types d'organismes qui voudraient pouvoir aller dans cette direction-là. Mais aussi, ça offre une vitrine à cette nouvelle filière énergétique, la biomasse de résidus forestiers, qui encore une fois est une énergie verte québécoise. Ce que je conseillerais aux municipalités qui souhaiteraient aller dans cette direction-là avec des projets avec de la biomasse de résidus forestiers et dans un premier temps de bien s'entourer avec des gens qui sont en mesure de bien les seconder pour, suite à ça, être en mesure de faire les démonstrations appropriées d'ingénierie, de faisabilité financière, pour être en mesure par la suite d'avoir les arguments nécessaires pour pouvoir vendre le projet. Ce type de projet peut très bien être exporté dans plusieurs autres types de bâtiments. Je pense entre autres que ce soit des gros centres sportifs que les municipalités ou les villes ont à l'occasion, ou des bâtiments d'envergure qui ont des consommations énergétiques importantes pourraient très bien avoir de l'intérêt pour ce type de technologie-là et en profiter pour décarboner ces bâtiments-là et en même temps réaliser des économies financières sur les frais d'opération. Les municipalités des Laurentides sont et seront exposées aux impacts des changements climatiques et leur champ de compétences les positionne comme des acteurs incontournables dans l'action climatique, bien que cela représente des coûts importants que plusieurs voudraient éviter ou reporter. En effet, on estime qu'au Québec, les impacts des changements climatiques pourraient coûter plus de 2 milliards de dollars par an aux municipalités si l'entretien, la mise à niveau et le remplacement des infrastructures ne sont pas faits en fonction des futurs aléas climatiques. Toutefois, l'inaction coûtera encore plus cher aux municipalités, mettant en péril les fonds nécessaires au maintien des services essentiels. En effet, en misant sur l'adaptation et la réduction, jusqu'à 75% des coûts pourraient être évités. Selon l'Institut climatique du Canada, chaque dollar investi aujourd'hui rapportera de 13 à 15 $ en bénéfices directs et indirects dans les années à venir. En plus des dépenses municipales, il faut se rappeler que les changements climatiques ont des coûts sociaux, comme des décès ou des impacts sur la santé physique et mentale, ainsi que des coûts écologiques comme la perte de services écosystémiques. Par exemple, à eux seuls, les milieux forestiers et humides de la zone de gestion intégrée d'Abri-Nord, qui est l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord, capteraient du carbone pour une valeur de plus de 27 millions de dollars par an et en stockeraient pour plus de 6 milliards de dollars. Alors, l'opposé de l'inaction, eh bien, c'est l'action. Ainsi, pour chaque projet, l'action climatique doit être considérée en s'attardant sur les frais futurs évités, ainsi qu'aux bienfaits des services rendus par la nature. Il peut s'agir d'investir dès maintenant dans des matériaux ou des infrastructures adaptés aux conditions à venir, de choisir de préserver un milieu naturel ou d'en végétaliser un autre, par exemple. Une autre bonne façon d'agir, tout en réduisant les coûts, est de mettre en place des mesures d'écofiscalité. L'écofiscalité regroupe un ensemble d'instruments économiques visant à décourager les activités nuisibles à l'environnement ou à encourager les activités qui lui sont favorables et à en stimuler l'innovation. Voici l'exemple de la ville de Prévost qui a adopté une approche novatrice en matière d'écofiscalité afin de faire face aux défis environnementaux. Depuis 2017, les villes ont le pouvoir d'appliquer une redevance réglementaire en autant que c'est dans leur domaine de compétence. Nous, on l'a fait pour les matières résiduelles. Le but de ces redevances-là, c'est de soit financer le programme ou soit changer le comportement des gens. Donc, nous, on s'est attaqué aux produits à usage unique, bouteilles d'eau, tasses à café, bidons de lave-vitre et quelques autres produits. Donc, on charge une petite redevance en espérant que les gens vont changer de comportement. En 2019, on a fait un plan quinquennal environnemental, si on veut, qu'on appelle le virage vert. Puis il y avait 160 actions. À ce moment-là, mon directeur d'urbanisme m'a demandé comment qu'on va financer ça. Il y avait dans notre plan, bien sûr, des mesures pour réduire les matières résiduelles. Et en assistant à une formation de l'Union des municipalités du Québec, mais le contact s'est fait, l'idée m'est venue de se servir des redevances réglementaires pour venir financer nos actions environnementales.
Les résultats, c'est après 1 an et demi, c'est 29 commerces touchés, 29 commerces qui nous versent les éco-contributions qu'ils ont prélevées donc à la fin de chaque trimestre. Personne nous garoche son chèque par la tête. Tout le monde a eu le support attendu au-delà même de ce qu'il pensait avoir au début. Donc ça s'est très, très bien passé. Ça donne aussi 55 000 $ par année dans le Fonds pour la consommation responsable. Donc le résultat est là. Que ça nous aide à financer, bien sûr, des projets, des mesures. En fait, on nous a dit que cet argent-là va à 100% dans un fonds, le Fonds pour la consommation responsable. Il faut comprendre que la loi habilitante qui nous donne la compétence pour exiger des redevances nous oblige à utiliser l'argent recueilli exclusivement pour des dépenses liées à la compétence. En l'occurrence, ici, les matières résiduelles. Non seulement on allait en matières résiduelles, on aurait pu se servir de ce 55 000 $ par année pour aller payer notre contrat de collecte de 1,3 million par année. Parfait, il aurait fait un petit moins. On a décidé que cet argent-là allait être utilisé exclusivement en projet qui touche la réduction des matières. Cet argent-là est aussi géré par un comité formé de citoyens et de commerçants visés qui décide quel projet on finance avec ce fonds-là. L'extraordinaire beauté de ce fonds-là, c'est que ça nous permet d'innover. Le plus gros frein, c'est bien sûr l'aptitude au changement. On demandait quelque chose qui n'existait pas. On demandait quelque chose que personne faisait. D'un peu fou, on va pas se le cacher, avec des paramètres qu'on construisait un petit peu à mesure qu'on avançait. On connaît pas la vie d'un commerçant, donc on s'est collé sur eux pour avoir leur réalité, mais bien sûr, ça impliquait des changements en cours de route parce que c'est pas notre réalité, fait qu'on s'est assis avec eux autres. C'est aussi ce qui a fait en sorte de passer justement cette psychose du changement. Donc, d'arriver avec un résultat final rapidement, parce que ça s'est fait quand même relativement rapidement, la mise en place de la chose. Un conseil que j'aurais donné aux municipalités pour surmonter ce frein, offrir du support et offrir du support au-delà de ce que les commerces peuvent attendre. Donc, offrir des moyens de communication adaptés. Ne pas se penser commerçant aussi. Donc, se fier à eux pour avoir leur réalité puis leurs ajustements. Ne pas déjà penser à quelque chose de tout unique, un seul système unique. Il faut malheureusement ou heureusement un peu adapter ça à chaque réalité de chaque commerce. Le point quand même le plus important demeure la volonté politique. Donc, bien sûr, c'est un gros changement. C'est quelque chose qui se fait pas ailleurs, quelque chose d'un peu fou. Donc, si le politique n'est pas 100% derrière le projet, il y a des grosses chances que le projet avorte en cours de route. Le conseil aussi, c'est le choix. Il faut toujours que le citoyen ait sur place un choix sans éco-contribution. Et c'est là qu'est la beauté du projet, c'est là que se fait toute l'acceptabilité sociale. Si j'avais un conseil à donner quand vient le moment de prendre des mesures d'éco-fiscalité, c'est vraiment de bien comprendre la loi. Il y a certaines villes qui sont passées un peu à côté, ça leur a entraîné des difficultés. Nous, à Prévost, on a quelque chose qui est déjà tout monté et notre seul souhait, c'est d'être copié. Pour conclure, merci de faire partie du changement et de passer à l'action pour l'avenir de Laurentide.